Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On lui doit plusieurs livres, dont, entre autres, le Petit manuel d'histoire du Québec et le Dictionnaire de la langue québécoise et aussi plusieurs autres. Il vient, entre autres, nous parler de Comme des invités de marque des éditions des Deux Ailes. Mesdames et messieurs, avec plaisir et grand honneur que je reçois ce Rouyn normandien, puresse, comme on dit, M. Léandre Bergeron. Monsieur Bergeron, mes hommages. Merci beaucoup. Un honneur que de vous recevoir. Ah, c'est trop, c'est trop, là. Ah, non, c'est Vous allez me gêner. Oh non, j'en suis persuadé. Parce que quand on suit, je dis juste en parenthèse, quand on vous suit de tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé chez nous et même auparavant, quand on vous suit, vous avez des livres fantastiques où l'on voit le cheminement extraordinaire. Et c'est nous, Abitibiens de souche, qui avons hérité de M. Bergeron. On n'aurait pas voulu qu'il s'en aille ailleurs que chez nous. Ah, il n'y a pas question. Vous êtes bien en Abitibi. C'est votre chez vous. Ben oui, je l'ai choisi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Parce que j'avais voyagé à travers toute la province avant de dire « Ah, je quitte Montréal, mais je vais en Abitibi. » Monsieur Bergeron, j'avais écrit ici, on va découvrir ensemble qui sont ces invités de marque. Mais moi, ça ne me tente pas de dire qui sont vos invités de marque. Moi, j'aimerais bien mieux que les gens découvrent qui sont vos invités de marque. On peut juste donner une toute petite indice, comme des invités E, accent aigu, ES. Eh oui. Ce sont des invités de marque. Oui, en effet. Monsieur Bergeron, on va aller au début. Vos parents voulaient que vous fassiez un prêtre missionnaire dans le Grand Nord canadien. Vous êtes un missionnaire. J'enlève le mot prêtre, mais vous êtes un missionnaire. Non. Non? Non. Ben, tout ce que vous nous apprenez, vous êtes un missionnaire. Je témoigne. Je Okay. témoigne. C'est ce que je fais. Dans mes livres, oui, que ce soit des livres sur l'accouchement. Ben, on a accouché à la maison, puis j'ai écrit un livre où je témoigne de ce que c'est que... Voilà, ça. Non, je ne suis pas un missionnaire. C'est un mot que j'ai banni de... Que vous avez banni. Oui. Bon, OK, on va l'enlever d'abord. D'accord, très bien. Monsieur Bergeron, parce que dans ce temps-là, on se reporte à votre jeunesse. Il y a quelques années passées. Il y a quelques années, oui, en effet. On pourrait dire quelques décennies même passées. Oh, oui, plusieurs. La religion était essentielle dans ce moment-là, mais pas pour vous. Elle était essentielle. Elle était essentielle pour qui? C'était un régime idéologique abrutissant, comme celui des talibans en Afghanistan. Okay. En fait, quand je compare mon enfance catholique à Saint-Boniface, Manitoba, et que j'ai pu constater ce que c'était que l'instruction et ce que c'était que l'Afghanistan sous les talibans, pas tellement de différence. Hein? Il fallait respecter les curés. On débarquait du trottoir pour laisser passer le curé, vous voyez, les prêtres. C'était les dirigeants à ce moment-là. Le prêtre était la personne. L'autorité, oui, évidemment, l'autorité dans la paroisse, tout ça. Mais soumis à qui? Ils étaient soumis à qui? Hein? Pourquoi est-ce qu'on a été crétinisé pendant 100 ans au Québec? Si on remonte un peu dans notre histoire. Oui, exactement. Je veux dire, on a été conquis par les Britanniques de force. Hein? Ils n'ont pas dit, venez, vous êtes gentils. Non. OK, il y a ça. Et par la suite, ils se sont rendus compte que pour mater ces French Canadians, lors de la rébellion en particulier, ils se sont dit, on va faire venir des prêtres de France pour les tenir à leur place.
Ça a marché. Les Pères Oblats sont arrivés à ce moment-là. OK. Il ne faut pas oublier que les Britanniques qui nous gouvernaient, malgré nous, ils ne voulaient surtout pas avoir des Français de France qui viennent avec l'esprit révolutionnaire, d'ailleurs, t'imagines. Mais ils acceptaient que des prêtres viennent. Hein? C'est pas drôle. On sait pourquoi. Qu'est-ce qui a changé au point de vue de la religion au début du 20e siècle, disons, versus à aujourd'hui, début du 21e siècle? Oui. Est-ce qu'il y a plus d'ouverture ou bien non, si c'est encore un cercle fermé? Ben, pour certains, c'est encore un cercle fermé. Je veux dire, la foi, pour eux, c'est sacré, puis ils sont là-dedans, ils sont dans ce monde-là. Mais évidemment, pour la plupart de la population, ben, on s'est libéré, justement, des fameux dogmes, et puis des restrictions, le péché, la confession, la communion, tout ça. Hein? On a balayé ça, et c'est tant mieux. Et c'est surtout, ça s'est fait surtout à partir de ce qu'on appelle la Révolution tranquille, les années 60. Là. En une génération, presque, les Québécois se sont libérés du carcan catholique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout oublié, par exemple. Non. Parce que idéologiquement, on retrouve chez les Québécois un autoritarisme qu'ils connaissaient avec les cathos. Bon, qui était la classe dirigeante au Québec? On ne parle pas des Anglais, là, à l'intérieur de la communauté francophone, c'était les prêtres. Oui. Maintenant, c'est les médecins. Oui, la classe dirigeante, maintenant, vous vérifiez avec des gens, qu'est-ce que c'est en l'échelle sociale, là, qui est sur le top, là? C'est les médecins. Puis d'ailleurs, ils sont 4 au gouvernement actuellement, là. Puis, on ne peut pas se faire soigner. Oh, ben ça, c'est une autre question. Mais on n'embarquera pas là-dedans. Non. Mais c'est vrai, exactement. C'était le règne des prêtres à un certain moment donné. Et aujourd'hui, c'est le règne du médecin. Ah ben oui, dans tous les domaines. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas un médecin de famille, vous êtes presque dangereux. Oui. Monsieur Bergeron, en 1969, a été rédigé le petit manuel d'histoire du Québec. Vous créez les éditions québécoises pour le publier et éviter toute censure. Oui. Pourquoi vous aviez peur d'être censuré si ça avait été une autre maison d'édition? Alors, vous avez dit, je vais fonder ma propre maison, donc je serai mon juge et maître. Évidemment. Je n'allais tout de même pas me faire proposer mon manuscrit à Fidesz. Oh non, je ne crois pas. Non. Oh non. Évidemment, il y avait déjà il y avait le parti pris, qu'il y avait des éditions, tout ça, mais j'avais même pas envie de me faire corriger par les gars de parti pris, vous voyez. On s'est dit, non, je vais le créer moi-même. Donc, vous l'avez écrit, vous avez mis ce que vous vouliez mettre à l'intérieur, et dans votre optique à vous, il était inconcevable pour vous de vous faire dire, bien ça, moi, je ne mettrai pas ça, ça, je corrigerai ça, je changerai cette phrase-là. Pour vous, c'était inimaginable. Exactement. C'est pour ça que j'ai créé les éditions québécoises et que je l'ai distribué moi-même. J'ai même créé une maison de diffusion par la suite, vous voyez, parce que ça se vendait beaucoup. Puis vous avez interdit de le vendre à plus de 1 $. Ah oui. Celle-là, là, parce que j'ai lu tous vos livres. Puis, je l'ai vu dans ça ici, dans celui-là, mais je ne l'avais pas vu avant jamais. Mais pourquoi avoir interdit de le vendre plus qu'à 1 $? Parce que vous ne vouliez pas faire d'argent avec? Je voulais que... c'était pour les libraires. N'essayez pas de faire de l'argent avec mon livre, d'abord. OK. Et puis, oui, interdit. Pour que les gens puissent l'acheter facilement, vous voyez.
Pas de spéculation, non, ok, c'est ça. Et puis, évidemment, les libraires n'étaient pas très contents. Non, ils vous ont pas trouvé drôle, j'en suis Mais n'empêche qu'ils n'ont vendu hein, presque 200 000 en la première année. Exactement. En 1969, tout le monde se rappelle de la fameuse crise d'octobre 1969. James Richard Cross. Pierre 70, oui. 70, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Octobre 70. C'est tout OK. près Oui, de... c'est ça. Oui, octobre 70. La mort de Pierre Laporte, l'enlèvement de James Richard Cross, qui était mort. Durant cette crise-là, on dit que les policiers vous ont arrêté souvent, puis ils saisissent votre livre Enlèvement de James Cross. Mais il y avait, pourquoi on vous arrêtait tant que ça? Parce que je sais que là, il y avait des mesures de guerre, là, qu'on n'avait pas à poser de questions, viens ainsi, viens tant, tu rentres à mon Oui, d'accord. Mais pourquoi on vous arrêtait tant que ça? Ben, c'est pas qu'ils m'ont arrêté souvent, ils m'ont arrêté en fait 2 fois. OK. Mais enfin, c'était pour... ils arrêtaient pas mal de monde. OK. Puis partout, ils trouvaient mon petit manuel d'histoire du Québec, vous imaginez? Alors là, je dis, ben, cet auteur-là doit être responsable de quelque chose là-dedans, hein? Alors, ils sont arrivés chez moi, puis bon, là, écoutez, M. Bergeron, puis est-ce que vous avez des carabines, puis tout le reste, quoi. C'est folklorique, mais enfin... Parce que là, on arrêtait à peu près. Aussitôt qu'une personne semblait, même pas louche, aussitôt qu'une personne avait une calotte un peu de travers, on l'arrêtait. Ben oui, à peu près, oui. C'était après ça les fameuses mesures de guerre. Ah oui, ben ça. À ce moment-là. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les gouvernements, j'entends fédéral, et le gouvernement provincial, ça s'est passé chez nous, comment ces deux gouvernements-là s'en sont sortis? Parce que je sais qu'au Québec, on avait le plus jeune premier ministre, M. Robert Bourassa, oui, il y avait une trentaine d'années ou quelques. Ouais. Comment, d'après vous, là, fin politique que vous êtes, comment on s'en est sorti de tout ça? Est-ce qu'on avait une tache noire dans les autres pays? Bon, ça s'est passé au Québec, au Canada. Il y a eu mort d'hommes, etc. Mais comment on s'en est sorti au point de vue de la population en général? Est-ce qu'on s'en est bien sorti? Ben, moi, je trouve qu'on a réussi à se libérer de toutes les petites culpabilités qu'on pouvait avoir. Ben oui, maintenant, ça fait partie de notre histoire. Oui, c'est exactement. tout. Oui, c'est pas... Je trouve pas qu'on traîne un boulet, là. Pas du tout. Non. Vous êtes arrivé en Abitibi, vous vouliez vivre sur une ferme. C'est ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, vous êtes encore sur cette ferme-là. Et vivre la simplicité volontaire. C'était important à vos yeux, la simplicité volontaire? Ben oui. Gaspiller le moins possible. Parce qu'on pollue, nous. Comme à tour de bras, comme on dit. Quand vous pensez qu'ils remplissent des bateaux de poubelles, ils poussent ça dans le tiers-monde, hein? Les Américains, qu'est-ce qu'ils font avec toutes leurs poubelles, les autres? Hein? Ils l'amènent plus loin, puis là, voilà. Non, écoutez, la simplicité volontaire, c'est limiter, enfin, se rendre compte qu'on n'a pas besoin de ceci, de cela, de cela. On peut très bien vivre très bien, et même mieux, hein? Dans une vie très, très simple, oui, certainement. Monsieur Bergeron, suite à la naissance de votre premier enfant, en 1981, si ma mémoire est fidèle, c'est là que vous décidez de rédiger un petit manuel de l'accouchement à la maison. Oui. On a juste effleuré le sujet là, il y a quelques instants. Moi, j'ai lu ce livre-là. Comment a-t-il été perçu dans la population en général et au point de vue de l'Église? Comment ce livre-là a été l'Église? Oui. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu de réaction d'évêques, de curés. Non, pas du tout. Mais dans la population, ça n'a pas été un best-seller comme le petit manuel, ça va de soi, parce que bon, c'est quand même des lecteurs, un territoire limité, l'accouchement à la maison, vous voyez. Mais j'ai eu d'excellentes réactions, pas seulement d'amis, mais
Oui, j'en ai encore des gens qui disent hey, mais t'as fait ça, formidable. Puis c'est vrai qu'on peut. Puis le plus sympathique, c'est que il vient d'être réédité en France. Oh, OK. Hein? OK. Le petit manuel Ça, d'accouchement à la maison. c'est un honneur. C'est tout un honneur, Ben, ça, évidemment. que de se voir rééditer un livre en France. Ben oui, évidemment. Mais là, c'est mon troisième, en fait. Oui, Hein. exactement. Ben oui, Mais c'est ça. Moi, j'ai été surpris quand M. Lepris me dit, mais on va publier, on va rééditer ton livre sur l'accouchement. J'ai dit, hein, quoi? Oui, oui! Ben oui! Et puis, bon, je n'ai pas apporté d'exemplaire ici. Bon, ils ont fait quelques petites, pas des corrections, mais des explications, parce que c'est écrit en québécois quand les femmes se font jacker, puis tout ça. Là. C'était écrit pour que tout le monde comprenne. Ben oui, évidemment. Moi, là, des grands mots longs de même pour dire quelque chose qu'on pourrait dire dans un mot long de même. Évidemment, c'est ça. Oui, oui. Vous ne passez pas par Québec pour aller à Montréal, vous allez à Québec directement. C'est aussi simple que ça. Ou à Montréal directement. Oui. Vous ne faites aucun détour. Ben, Dans vos livres, vous ne faites pas de détour. Et c'est ce que j'aime lire, moi, chez vous. ben, merci beaucoup. C'est un compliment que vous me faites là. C'est écrit, puis moi, je pense que je reconnaîtrais un chapitre. Enlevez votre nom, là. Puis mettez 3 chapitres différents, puis je vais vous reconnaître, il me semble. Ouais. On va prendre un sujet délicat un peu. Vos enfants et l'école. Ah! Là, on tombe dans ça. Là, Bon, oui! là on tombe là-dedans. Je Bon. m'attendais... Ah, hein, quand est-ce qu'on allait en parler? Voilà, OK. bon. Bon, vos enfants et l'école. Oui. Ça n'a pas marché. Moi, je parle de l'école. Ça n'a pas marché. Vos enfants, vous ne les avez jamais obligés ou pris par la main, ce matin, tu vas à l'école. Non, jamais. Non, non. Pourquoi? Parce que j'ai jamais voulu violenter mes enfants d'abord. Je les respecte. Comme des invités de marque. Ah, Tout de suite, ben oui. Et voilà. Non, mais moi, ces enfants-là, je les ai vus naître. J'étais là. Hein, bon, pour les 3, Oui. hein, les manches relevées, tout ça. Et je m'étais bien documenté aussi. Ça n'a pas été improvisé. Mais c'est quand on se rend compte que c'est l'enfant qui s'accouche. C'est-à-dire que la mère est une piste d'atterrissage. C'est l'enfant qui, lui, si les médecins n'interviennent pas, là, je parle de conditions naturelles, c'est l'enfant qui déclenche l'accouchement. Et la mère subit ça ou embarque avec, mais enfin, c'est l'enfant. Ça, c'est scientifique. Parce que quand l'enfant est prêt, c'est lui qui dit « je suis prêt ». Ben oui. Et non pas « on va le faire naître avant son temps parce que, évidemment. etc. » Ben oui. Alors, en partant, quand on traite l'enfant avec ce respect, ben, ce qui suit, c'est l'épanouissement. Si on brutalise les enfants pendant la gestation et à l'accouchement, ben hélas, là, il y a des conséquences parce que c'est un petit organisme qui sent le monde, qui est en train de découvrir le monde. Puis s'il sent agresser, ben, les conséquences, c'est... Et puis, non, ce que je voulais dire, c'est que quand on se rend compte que c'est l'enfant qui déclenche l'accouchement, qui naît, qui s'accouche lui-même, et ensuite qui apprend à marcher parce qu'il voit d'autres marcher, mais forcer un enfant à marcher, vous allez en faire un infirme, vous savez. Ils apprennent à parler parce qu'on parle, puis tellement facilement. Et quant à l'apprentissage des connaissances, c'est la même chose. L'enfant veut tout connaître, mais en temps et lieu, pas selon ce que le gouvernement décide. Non. Ils n'ont pas les obliger. Mais non! Parce que, puis moi je le dis à combien de reprises dans mon livre. Beaucoup, oui. C'est tellement simple.
quand on laisse les enfants nous poser des questions et ne pas répondre avec des phrases. Là, on dit, ah, il veut apprendre. Non, il ne faut pas. Quand quand le regard de l'enfant s'éloigne de nous, ça veut dire qu'ils n'ont eu assez. Ben oui, ils veulent aller faire autre chose, c'est normal. Parce qu'on découvre aujourd'hui que les enfants apprennent, disons naturellement, là, d'une façon incroyable. Ils ne veulent pas avoir tout d'un coup. Ils picochent comme des poules, des poussins. Hein? Ils en prennent un peu, puis ça vient. Alors, croire qu'on les met derrière, dans une classe, emprisonnés, là, et puis bon, là, aujourd'hui, on apprend ceci. C'est de la bêtise, c'est de l'abrutissement. Donc, il faut que ça vienne d'eux autres mêmes. Bien évidemment, dans un milieu riche. OK. Parce que le premier acte que l'enfant a posé, puis là, je vais être imagé, là, mais c'est de frapper à la porte, je suis prêt à arriver au monde. Oui, oui. Alors, à partir de là, Ben c'est oui. lui qui a décidé qu'il venait au monde cette journée-là. Oui, Puis, s'ensuit que quand il est prêt à faire telle chose, Ben. c'est lui qui est prêt et non, on ne lui impose ben non, jamais ben non, rien. justement. C'est les voir fleurir, les enfants. Pour moi, c'est comme des fleurs. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On tire sur une fleur pour qu'elle grandisse? Non, on l'arrose, On l'aime, oui, on la ben cajole. évidemment, c'est ça ce que j'appelle un milieu riche. C'est-à-dire, les enfants vont apprendre à lire parce que nous-mêmes, on lit. Si les parents ne lisent pas, ben, l'enfant ne va pas être très intéressé à lire. Écrire, c'est la même chose. Quand ils me voyaient en train d'écrire un livre, ou peu importe, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est ça, je suis en train de... Mais sans rien imposer. Puis, ils apprennent. Ben, enfin, allez, continuez-vous. Des questions. J'en ai une question. Je vais vous la poser. Elle n'est pas dans mes questions du tout. Elle me vient là. Bon, très OK? bien. Bon. Ce que l'on appelle à brûle pour point. OK? Les abuseurs d'enfants. Les abuseurs physiques, les abuseurs charnels d'enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est dégueulasse, évidemment. On ne peut avoir que du mépris pour les gens qui Il y en a abuseurs. tellement aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Mais, ouais, en tout cas, ça, c'est une autre question. Grave, mais on ne va pas s'y attarder. Non, exactement. C'est ça, mais je voulais juste faire une parenthèse quand même parce que Ouais. tout ce qui est entre autres comme des invités de marque, c'est tellement beau à lire parce que la relation Ben oui. entre vous et vos trois filles, c'est une relation que tout le monde devrait avoir. Ben, j'aime vous l'entendre dire. C'est vrai, oui. Puis respecter la symbiose, les liens qu'il y a entre parents et enfants, c'est là. Mais évidemment, dans notre société, écoutez, comment ça se fait qu'il y a l'école obligatoire? Je ne suis pas contre l'école, qu'il y ait un lieu où Oui, on peut aller oui. apprendre, il n'y a pas Mais de c'est le problème. petit mot là, Mais que vous avez dit. obligatoire. Voilà, Et exactement. d'où ça vient, ça? Ça vient de la Prusse. Hein? C'est loin en arrière. Oh, c'est loin, ça. Au Oui, oui. 18e siècle, parce qu'en Prusse, déjà sous Frédéric I, Frédéric II, c'est le militarisme. Ce qu'ils préféraient, eux, c'est le... Et c'est sous le règne de Frédéric II qu'on a dit, mais pour avoir des soldats, on va arrêter de se promener dans les rues et dire, hey, toi, tu serais un bon soldat, aller dans les campagnes, puis toi, tu fous rien, viens, tu... Ben non, on va les prendre tout jeunes, on va les mettre dans des casernes militaires, et tout de suite, à l'âge de 5-6 ans, ils vont apprendre ce que nous, on veut qu'ils sachent. On veut en faire de bons petits Prussiens, de bonnes petites Prussiennes. Allez, Et d'ailleurs, ça a été, ce système d'école obligatoire a permis à la Prusse de devenir la puissance qui a fait l'union de l'Allemagne. Vous savez, au 19e siècle,
au début du 19e siècle, l'Allemagne, c'était un paquet de petites royautés, de royaumes, tout ça. Mais c'est l'initiative de la Prusse qui a fait l'union avec Bismarck. Enfin. Et leur système militaire les a tellement favorisés qu'ils étaient à Waterloo avec les Anglais pour combattre Napoléon. Et le plus tragique, c'est que lors du deuxième... peut-être que je vais loin dans l'histoire, là, mais il y a eu un deuxième Napoléon qui s'appelait Napoléon III, qui est venu au pouvoir en 1848. Et il s'est proclamé empereur des Français. Mais là, les Prussiens, eux, ont envahi la France en 1970. Les Prussiens, après avoir fait l'unification de l'Allemagne, paf, ils rentrent en France, ils occupent Paris. Vous imaginez les Français humiliés? Vous imaginez? Et eux qui se vantaient, on a eu notre grand Napoléon, tout ça. Hey, les bottes prussiennes sur les pavés de Paris. Et enfin, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, la commune de Paris et tout ça, mais là, la bourgeoisie française s'est réveillée et a dit, mais c'est quoi la formule? Comment ça se fait que les Prussiens sont capables de nous faire ça? Ah! L'éducation, la scolarisation obligatoire. Et là, ça s'est passé en France, 1885, avec Jules Ferry, en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, au Canada et au Québec. Il fallait que tous les pays civilisés aient l'éducation obligatoire. Puis là, c'est le gouvernement qui prend en main l'éducation. Voilà. Et on est encore pris là-dedans. Dans le livre, à un certain moment donné, vous dites « Libérez l'enfant de toute obligation et voyez comme il s'épanouit comme fleur au soleil. Ouais. » Ça veut dire laissez-le vivre, laissez-le aller, puis il va s'épanouir et non, ne lui imposez pas un carcan. Ah ben non. Évidemment, des fois, les enfants peuvent exagérer un peu. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse tout faire. Puis je sais qu'il y a des parents qui disent, ben non, il faut tout leur laisser faire. Bon, il y a certaines limites, n'empêche. Mais ça dépend de quoi. Il y a des enfants qui sont, ce qu'on voudra, ils sont malcommodes. Oui. Il y en a qui sont plus doux. Il y a une variété, il y a l'éventail. Et dans certains cas, il faut dire, écoute, là ça suffit. Il y a des choses, il faut s'imposer. Oui. Puis justement, on dit, mais t'as jamais freiné. Oui, par exemple, s'il y avait deux de mes filles qui se pognaient, qui se chicanaient, là, puis qui commençaient à être violentes, ben là, je voyais qu'il y en avait une qui était plus forte que l'autre. Je m'interposais entre les deux. Je dis, ben écoute, frappe-moi, là, je suis capable d'en prendre. Et, tu sais, on va essayer t'as une intervention douce comme ça. Exactement. Et puis, ça désamorçait le conflit rapidement. Il reste très peu de temps, M. Bergeron. Ah oui. J'invite les gens à lire Comme des invités de marque de Léandre Bergeron. Monsieur Léandre, elles seront toujours des invités de marque? Ben, elles le sont toujours. Et puis elles le seront toujours? Ben oui. Oui. Puis je les vois, c'est toujours une très grande amitié entre nous maintenant. Elles sont toutes dans la trentaine maintenant, voilà. Ces filles-là. Alors, je vous invite à lire ce merveilleux livre, Comme des invités de marque. Vous savez maintenant quels sont les invités de marque de M. Bergeron. M. Bergeron, merci infiniment. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir. Puis continuez d'écrire, s'il vous plaît, n'arrêtez jamais. Ah, je suis en train d'en écrire un autre. Et je vous inviterai à venir en discuter avec moi ici. Ça sera encore une fois un grand honneur. M. Bergeron, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.